France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, comme tous les samedis à partir de 15h. Elle nous fait l'amitié, le plaisir de mettre son habit d'avocat, évidemment. Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, pour l'émission Parler droit, en direct avec nous. Et on a vraiment un grand plaisir à la retrouver, évidemment. Bonjour, Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que tu as passé et que vous avez passé une excellente semaine. Eh ben écoute, on a passé une très très bonne semaine et on est ravis de vous accueillir, évidemment, puisque chaque samedi, vous nous sortez de votre chapeau un nouveau thème. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Maître Maghrebi? Alors juste, le plaisir est partagé, bien entendu. Et cette semaine, j'ai décidé d'aborder un thème qui est d'actualité. Puisque le 20 février 2017, Marisol Touraine a décidé de lancer une campagne de communication grand public en ce qui concerne la fin de vie et les directives anticipées. Ah bah oui, on parle santé aujourd'hui. Exactement. Et on souhaite un bon courage et un bon rétablissement à tous les gens malades qui nous écoutent dans les hôpitaux, tous les gens. Et j'en profite évidemment pour saluer, lui faire un gros bisou à William Maghrebi, notre psychologue évidemment, qui est malade quelque temps, et on lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, vraiment. Je te remercie Medjahed et je lui souhaite également un bon rétablissement, ainsi qu'à, comme tu le dis, à toutes les personnes qui sont malades, qui se trouvent actuellement à l'hôpital, mais pas seulement, également toutes les personnes qui sont incarcérées, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont en situation de handicap et qui sont incarcérées. Ah, handicapés, oui, des handicapés, des personnes qui sont malades et oui, qui sont incarcérées, qui sont généralement on les place en priorité à Fresnes, mais voilà, donc une grosse pensée à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. Et ben on les salue. Et ce thème, il est pour vous et il est également pour toutes les personnes qui sont également en bonne santé, parce que s'il y a bien une chose à laquelle personne n'échappera, c'est la fin de vie. Eh oui, tout à fait. Donc voilà, donc il y a au niveau du système juridique français plusieurs dispositifs qui ont été mis en place pour savoir lorsqu'on est en fin de vie, quels sont nos droits, qu'est-ce que les médecins ont le droit de faire. Est-ce qu'on peut demander à ce qu'on nous arrête les traitements lorsqu'on est malade? Est-ce qu'on peut forcer à continuer à avoir des traitements lorsqu'on est malade? Bref, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive au bout Ça a été un débat d'ailleurs très litigieux. Exactement, ça a été médiatisé par l'affaire Vincent Imbert. Tout à qui fait. justement, il y a eu beaucoup de ça a été un énorme retentissement médiatique qui était de savoir comment on accompagne la fin de vie, quelle est sa place. Et on s'est rendu compte qu'au niveau judiciaire, il n'y avait pas vraiment de règles. Et il y a aussi, je crois aussi la petite Marois aussi dont on parle aussi. Exactement. Marois, voilà. Oui. Ouais, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'a été mise en place ce qu'on appelle la loi Leonetti, qui a été votée et qui a été mise en place le 22 avril 2005 et qui a mis en place qui a donné la possibilité aux médecins de limiter et d'arrêter les traitements, et qui leur a permis de leur donner en fait un encadrement juridique pour lutter plus efficacement contre la douleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette loi Leonetti en 2016 a été réformée, a élargi un petit peu le champ d'application et le domaine d'application des médecins lorsqu'ils se retrouvent face à un patient qui est en fin de vie, parce que on avait la possibilité depuis 2005 de limiter ou d'arrêter les traitements, mais on a la possibilité maintenant depuis 2016 de demander une sédation profonde jusqu'à ce qu'on arrive au décès. Voilà, donc il y a aussi depuis 2005 la possibilité de mettre en place donc ce qu'on appelle les directives anticipées. Juste une petite précision, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, l'euthanasie, c'est-à-dire que l'injection d'un produit létal par un tiers est interdit, c'est absolument pas autorisé. Ça aussi, ça a été pas mal médiatisé. Donc l'euthanasie est interdit, le suicide assisté est interdit. Ça, malgré la réforme qu'il y a eu en 2016 et le plan de communication donc qui est mis en place depuis le 20 février 2016, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, l'euthanasie et le suicide assisté restent illégal. Ce qu'on a le droit, c'est aujourd'hui, ce qu'on a le droit, c'est de limiter ou d'obtenir l'arrêt des traitements, mais rien de plus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, tant que vous êtes bien portant et que vous êtes en bonne santé, vous avez la possibilité de prendre donc des directives anticipées. Des directives anticipées, c'est quoi? C'est en réalité, ce sont vos souhaits. Quels sont les souhaits que vous avez concernant votre fin de vie? Comment est-ce que vous l'imaginez et comment est-ce que vous l'envisagez?
Donc ce document, c'est un document qui va aider les médecins au moment venu, que ce soit à un âge avancé ou par exemple à la suite d'un accident brutal. Voilà, on peut tous se retrouver dans cette situation à un moment ou à un autre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que les médecins peuvent faire, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous ne serez pas en état d'exprimer votre volonté. Et si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, sachez que vous avez la possibilité de le faire savoir dès aujourd'hui en rédigeant donc un document dans lequel vous allez expliquer ce que vous souhaitez, à savoir est-ce que vous voulez qu'on limite ou qu'on arrête les traitements qui sont en cours. Est-ce que vous souhaitez être transféré en cas de réanimation si votre état de santé le requiert? Est-ce que vous voulez être mis sous respiration artificielle ou pas? Est-ce que vous souhaitez ou non subir une intervention chirurgicale? Est-ce que vous souhaitez que vos souffrances soient soulagées, même si le soulagement qu'on va vous apporter, à savoir les traitements qu'on va vous donner, peuvent conduire à votre décès? Donc tout ça, vous avez la possibilité de l'anticiper et de dire ce que vous souhaitez, en fonction de vos aspirations, en fonction de votre culture, en fonction de qui vous êtes et de comment vous voyez les choses. Vous pouvez faire ces directives, ce qu'on appelle ces directives anticipées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'elles sont rédigées, elles vont s'imposer. Elles vont s'imposer à la fois aux médecins et également à toute personne qui serait susceptible d'être consultée par le corps médical. Elles vont s'imposer donc aux médecins, notamment lorsqu'on est dans le cas d'une urgence vitale. Quand on est dans le cas d'une urgence vitale et que on n'a pas le temps nécessaire pour essayer de mettre en place certains soins, ces directives vont s'imposer aux médecins. Mais faut qu'il ait le temps de pouvoir les consulter. S'il n'a pas le temps de les consulter, forcément ça ne va pas s'appliquer. Et faut que ces directives restent conformes au droit actuel, parce que si elles sont contraires à une situation médicale ou au système, par exemple, si dans vos directives anticipées vous disiez moi je souhaite qu'on m'injecte un médicament pour mettre fin à ma vie, c'est de l'euthanasie, donc ça c'est interdit. Ça ne pourra pas être pris en compte dans le cadre de vos directives anticipées. Maintenant, comment faire? Comment est-ce que vous pouvez rédiger vos directives anticipées? C'est très simple. Vous pouvez le faire sur une feuille. Vous prenez un papier libre que vous allez dater et signer. Vous mettez votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance et vous écrivez ce que vous souhaitez. Vous précisez comment vous envisagez la situation si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté. Vous avez également la possibilité de télécharger un formulaire. Il y a un modèle de directive anticipée qui a été mis en place par le ministère chargé de la Santé, que vous trouvez assez facilement sur Internet. Donc vous téléchargez ce document et puis vous le remplissez. Une fois que c'est rempli ou une fois que vous avez rédigé votre courrier, vous pouvez le communiquer à votre médecin. Vous pouvez le communiquer à votre médecin traitant. Autre chose, juste une petite précision, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir écrire, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas écrire ou qui sont en situation de handicap et donc qui ne peuvent pas rédiger, comme c'était le cas de Vincent Humbert par exemple. Et bien là, vous pouvez faire appel à 2 témoins et à votre personne de confiance pour les rédiger à votre place. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'est la personne de confiance. Donc, une fois que vous avez rédigé vos souhaits et la volonté que vous avez, ce qu'il faut, c'est que ces directives soient portées à la connaissance et qu'elles soient accessibles aux médecins assez facilement. Donc, ce que vous devez faire, c'est informer par exemple votre médecin traitant, de lui demander à ce que ce soit mis dans votre dossier médical. Vous pouvez également laisser une copie à vos proches qui vont la conserver au cas où on en ait besoin. Et si vous êtes suivi dans un établissement de santé, autrement que votre médecin traitant, vous pouvez demander à ce que ce soit intégré dans votre dossier médical. Vous pouvez également confier donc vos directives anticipées à votre personne de confiance. Personne de confiance, c'est qui est la personne de confiance. C'est très important de savoir que lorsque vous êtes hospitalisé ou que vous êtes en lien avec le système de santé, la loi du 4 mars 2002 est venue permettre à chaque patient de pouvoir désigner une personne de confiance. Ça va être une personne qui va pouvoir l'accompagner et la représenter si besoin. Moi, j'appelle ça un petit peu l'avocat du corps médical, la personne de confiance. C'est-à-dire qu'elle est vraiment avec vous durant
votre hospitalisation, et c'est elle qui va, surtout si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir exprimer votre volonté, qui va pouvoir parler avec le corps médical, qui va pouvoir consulter l'équipe médicale, qui va pouvoir prendre des décisions avec eux. C'est elle qui sera consultée en priorité si jamais il y a un arrêt de traitement qui doit être mis en place ou s'il y a un problème. Quelle que soit la situation, voilà, votre personne de confiance, la personne que vous allez désigner, c'est celle qui va être, qui va vous assister, vous accompagner et vous représenter devant l'équipe médicale. C'est extrêmement important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est confronté au système de santé, les professionnels de santé sont tenus par le secret médical. Et par conséquent, ils sont en droit de refuser de vous donner des informations concernant un de vos proches qui pourrait être hospitalisé ou qui pourrait être malade. Et si jamais on vous rétorque ça, sachez qu'ils sont dans leurs droits et que la seule façon de pouvoir contourner cette règle, c'est que la personne ait désigné une personne de confiance qui puisse, elle, communiquer avec l'équipe médicale et par la suite répercuter un petit peu les informations à la famille, tout en restant dans le respect du, bien entendu, dans le respect du principe du secret médical. Donc pour en revenir aux directives anticipées, sachez qu'une fois qu'elles sont rédigées, ces directives ont une durée illimitée. Donc vous pouvez les rédiger aujourd'hui, les donner à votre personne de confiance, les faire conserver dans votre dossier médical, et si jamais il se passe quoi que ce soit, elles vont s'imposer telle une loi, sauf cas d'urgence à l'équipe médicale. C'est très important. Donc moi, je vous incite à le faire. Je vous incite à prendre connaissance donc de la campagne de communication qui est mise en place pour il faut vraiment avoir ça en tête, parce que ça va vous permettre de mieux connaître vos droits et surtout ainsi de pouvoir les faire mieux respecter en cas de besoin et ne pas attendre d'être au pied du mur pour pouvoir faire respecter vos droits. Bah oui, très important en tout cas ce thème, et merci en tout cas de nous l'avoir proposé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Et justement, en parlant de questions, c'est parti. Maître Maghrebi répond à toutes vos questions d'ordre juridique dès maintenant, et quelle que soit la question d'ordre juridique, en nous appelant dès maintenant au standard. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Maître Maghrebi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Droit pénal également. Si vous avez des soucis juridiques, vous êtes au pénal, etc. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de Maître Maghrebi. C'est la consultation instantanée. Elle répond gratuitement dès maintenant à toutes vos questions. Mais attention, vous nous appelez dès maintenant parce qu'après vous n'attendez pas la dernière minute. On n'aura malheureusement pas le temps de vous répondre, donc plus vous appelez tôt, mieux ce sera. 0892 23 99 50. Explosez-moi le standard aujourd'hui, je veux qu'il y ait plein de questions. Toutes les questions d'ordre juridique, sans limite, avec vous, avec Maître Maghrebi qui vous répondait maintenant. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On marque la pause et on accueille directement vos appels évidemment. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Et voilà les amis, ça fait plaisir. Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre dans cette émission qui est la vôtre évidemment, avec Maître Maghrebi Mansouri évidemment du cabinet BMM. Ah oui, oui c'est ça, hein. Je me trompe pas. Parce que chaque fois j'ai peur de faire l'erreur. BMM. Donc du barreau de Paris évidemment, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi Mansouri, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à la solliciter, ça fait vraiment plaisir. Une avocate de confiance, une avocate de qualité. Eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Son numéro de téléphone uniquement, et j'ai bien dit uniquement, pour les rendez-vous. Donc n'hésitez pas donc à la solliciter si vous avez besoin d'elle. Elle fera tout pour vous aider. Mais pour l'instant, elle vous accueille aussi pour les questions gratuites d'ordre juridique. C'est maintenant. On attend vos appels évidemment. 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50 pour toutes les questions d'ordre juridique. Si vous avez un souci au niveau du boulot, vous avez déposé des dossiers en préfecture et ça ne répond pas, enfin vous êtes en train de galérer, vous avez déposé aussi des demandes en droit du travail, demande de naturalisation, demande de regroupement familial, demande en tout genre. Évidemment,
eh bien vous nous appelez et vous passerez directement à l'antenne pour la question gratuite. Et je rappelle, hein, voilà, tiens, ça appelle déjà sur son portable. Non, Exactement. c'est sur le 0892 23 99 50 si vous souhaitez en tout cas intervenir à l'antenne. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, vous posez votre question. Maître Maghrebi vous répond évidemment dans tous les domaines qu'elle connaît particulièrement. Donc n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Et puis on salue aussi tous les auditeurs de province qui nous écoutent évidemment. Vous pouvez aussi nous appeler, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. 0892 23 99 50. Vous êtes intercepté directement. Et vous nous posez votre question à Maître Maghrebi en direct à la radio. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi, aussi vous avez votre Facebook. Alors, qu'en est-il de la page Facebook? Est-ce qu'on peut toujours vous déposer des thèmes Bien sûr, sans aucun problème. Absolument. Vous allez sur la page Facebook qui s'appelle donc Cabinet d'avocats BMM. Voilà. Et vous dites j'aime. Voilà, vous dites je veux suivre. Je crois que c'est je veux suivre ou j'aime ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Et puis vous pouvez m'envoyer des messages pour me faire vos propositions de thèmes. Voilà, tout à fait. Que je suis généralement, hein, la plupart du temps, les thèmes qu'on aborde en réalité. Je ne les sors pas de mon chapeau, je les sors de vos textos. Exactement. Et de vos messages. Voilà. C'est vous qui les choisissez. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à lui envoyer donc sur la page Facebook tranquillement plein de thèmes, des petits messages également. Voilà, il y a aussi des gens qui prennent rendez-vous par Facebook. Oui, il y en a qui sollicitent des rendez-vous absolument. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas là aussi sur le Facebook. Et d'ailleurs une question que j'ai eue, je crois il y a 2-3 jours, et comme on est dans le droit de la santé aujourd'hui, je vais en profiter pour répondre. Je vais pas en faire un thème à part entière parce qu'en réalité c'est assez court hein, à expliquer. Ouais. Mais la question qu'on me pose souvent c'est comment est-ce que je peux faire quand j'ai des problèmes avec l'équipe médicale, ou quels sont mes droits quand j'ai été mal accueilli à l'hôpital ou mal accueilli par une équipe médicale, ou que j'ai mal été soigné, ou que j'ai pas eu d'explication, comment je peux faire? Donc ça c'est quelque chose que j'entends souvent et c'est une question qu'on me pose assez fréquemment. Donc sachez que depuis la loi du 4 mars 2002, il y a une commission qui a été mise en place au sein de chaque établissement de santé, ce qu'on appelle la commission des usagers, et que la commission des usagers, elle a pour but de recueillir les plaintes des patients et de leurs familles. Ah, ça c'est bien. Qu'il est possible de la saisir pour justement leur expliquer et leur faire part des points négatifs que vous avez à mettre en avant, pour essayer d'obtenir des explications de l'équipe médicale. Si votre droit à l'information n'a pas été respecté, parce que vous avez un droit à l'information et vous devez consentir aux soins qu'on vous prodigue, et si ces droits-là n'ont pas été respectés, vous pouvez là encore faire part de votre mécontentement auprès de cette commission des usagers. Vraiment, elle est mise en place pour vous, donc faut pas hésiter à la saisir. Peu de personnes connaissent son existence, mais sachez vraiment que depuis 2002, c'est une obligation. C'est une obligation qui a été imposée à chaque établissement de santé, que l'établissement de santé soit public ou privé. Chaque établissement a l'obligation de mettre en place la commission des usagers, qui est là pour recueillir vos plaintes et qui est dans l'obligation de vous répondre et tenter de vous apporter satisfaction. Donc voilà, sachez que c'est très important de connaître son existence. Et comment on la saisit? C'est une adresse générale ou où chaque hôpital a sa propre commission? Alors, c'est une très très bonne question, parce que ça aussi c'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission des usagers se trouve au sein de l'établissement de santé dans lequel vous avez eu un problème, où vous avez été hospitalisé, où vous avez eu une consultation. Donc, l'adresse sera l'adresse de l'établissement de santé et le numéro de téléphone sera le même numéro de téléphone que l'établissement de santé. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, c'est vous adresser directement. Vous appelez l'hôpital et vous demandez le service. C'est un service à part entière qui est la commission des usagers. Vous demandez à avoir ce service-là pour pouvoir faire votre réclamation. Après, moi, je vous conseille, et c'est ce que je conseille à tous mes clients, et également sur Facebook quand on me pose des questions, moi, je vous conseille de le faire par écrit. Envoyez un recommandé avec accusé de réception dans lequel vous faites part de toutes vos réclamations, vous expliquez tout ce qui s'est passé, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et ils sont vraiment dans l'obligation de vous répondre. Soit ils vous répondent par écrit, soit ils vous fixent un rendez-vous et ils vous reçoivent avec, par exemple, le médecin
médecin avec qui il y a eu un problème, ou avec l'équipe médicale qui n'a pas été à la hauteur du respect de vos droits. Donc voilà, c'est bien de pouvoir la saisir et de savoir qu'elle existe. Et ben voilà, donc si vous avez vous aussi eu des soucis au niveau au niveau voilà de ce problème-là, vous voulez nous en parler, il y a pas de souci, des questions que vous avez aussi à poser dans tous les domaines juridiques. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour répondre à toutes vos questions. Maître Maghrebi est là avec vous en direct sur France Maghreb 2. Et vraiment je suis désolée, je peux vraiment pas vous répondre sur mon portable parce que depuis tout à l'heure ça appelle sur le portable. Je peux pas vous répondre sur le portable, donc n'hésitez pas à appeler directement à la radio. Comme ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace évidemment. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 en direct à la radio pour poser toutes vos questions. Si vous avez déposé des demandes, si vous avez besoin aussi d'avoir des renseignements sur vos dossiers que vous avez déposés dans tous les domaines précis, eh bien nous on est là et on vous intercepte, et surtout vous êtes là en direct à la radio. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se décident à la dernière minute, qui n'osent pas toujours appeler. Vous pouvez aussi évidemment nous appeler de manière anonyme. Aussi ça arrive, vous avez eu des amendes, des amendes que vous voulez contester, mais vous savez pas comment faire, voilà, et que c'est un cercle vicieux, vous n'y arrivez pas, vous subissez le pot de terre contre le pot de fer. Eh bien n'hésitez pas là aussi à nous appeler, on vous donnera peut-être les astuces évidemment pour réussir. Vous avez aussi des problèmes de voisinage, le voisinage vous pose problème, voilà, vous pouvez aussi là aussi, d'ailleurs on avait fait un thème sur le voisinage il y a pas très longtemps. Oui, les troubles du voisinage, absolument, on en a parlé. On a parlé pas mal, donc là aussi si vous avez envie d'avoir quelques renseignements, voilà, n'hésitez pas. Au travail, vous avez le harcèlement au boulot et vous n'en pouvez plus, ça ne s'arrête pas, vous voulez en savoir plus aussi, comment vous défendre là aussi, pas une seule minute à perdre. Et zéro. Il y en a de plus en plus. Ah oui, il y en a malheureusement, les employeurs font un peu ce qu'ils veulent, et ben voilà. Donc n'hésitez pas, et Dieu sait si on a envie de garder son emploi, mais est-ce qu'on préfère garder son emploi et subir, voilà, ou alors se défendre, et il existe des moyens de se défendre. Là aussi, pas de problème, des questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille et on accueillera toutes vos questions en direct. Si vous avez envie de nous appeler et de poser une question à Maître Maghrebi en direct sur France Maghreb 2, 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parlez droit avec Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, du cabinet BMM, spécialisé évidemment dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, et elle est avec nous évidemment et elle répond à toutes vos questions d'ordre juridique en direct au standard, évidemment, au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et si vous voulez la joindre évidemment pour des consultations personnalisées, pour la rencontrer dans son cabinet, eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Des questions, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi, j'ai une question qui revient d'ailleurs assez souvent. On nous le demande assez souvent et on nous demande, est-ce qu'il y a la possibilité, existe-t-il un regroupement familial pour faire venir sa maman ou son papa? Alors, très très bonne question. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent et qui ont envie de faire cette démarche, et c'est vrai que voilà, on aimerait bien savoir. Alors, donc le regroupement, ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement familial, il ne va concerner que les personnes qui sont étrangères. Ça ne concerne pas les personnes qui ont la nationalité française. Parce que souvent on fait la confusion. On pense que le regroupement familial concerne également les personnes qui ont la nationalité française. Ce qui est pas du tout le cas. Donc normalement, le regroupement familial concerne les époux ou les enfants. Il ne concerne pas les parents. Et voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il existe bien sûr d'autres procédures qui existent pour pouvoir faire venir ses parents. Ah, ça existe quand même. Il y a on peut demander moi je l'ai déjà fait, mais après on utilise j'ai surtout utilisé le titre de séjour visiteur
Ah oui. Généralement, ça fonctionne pas mal. Et lorsque le parent à l'étranger n'a plus de famille dans son pays d'origine et que tous ses enfants sont sur le territoire français, qu'ils subviennent qu'ils sont les seuls à subvenir aux besoins du parent, et que le parent a un état de santé tel qu'il ne peut vraiment pas rester tout seul, dans ce cas-là, on utilise le titre de séjour vie privée et familiale. Vie privée et familiale. Exactement. Mais si la personne est à l'étranger, il faut qu'il demande quand même un visa. Absolument, oui. Ça. Oui, il faut demander un visa D. C'est un visa long séjour. C'est absolument donc nécessaire. Un visa long séjour, mais on peut l'obtenir. C'est assez compliqué, mais lorsque toutes les conditions sont remplies, on peut essayer de l'obtenir. Bah justement, si vous avez eu des refus de visa, etc., bah n'hésitez pas aussi à nous appeler pour nous dire évidemment 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Mais comme vous le disiez, évidemment pour les parents, quand même, comme ça passe par une demande de visa long séjour, c'est un peu compliqué à prouver au consulat de France. En fait, c'est ça. Il faut leur prouver que vous êtes en charge de ces personnes, de vos parents en France, et qu'il n'y a personne pour subvenir à leurs besoins au pays. Il faut que la personne arrive à démontrer que sa vie privée et familiale va se trouver sur le territoire français et qu'elle ne se trouve plus dans son pays d'origine. D'accord. Donc, quand elle a tous ses enfants qui sont en France, que c'est ses enfants qui sont sur le territoire français qui subviennent à ses besoins, qui lui envoient régulièrement de l'argent et qui la prennent totalement en charge financièrement, et qu'elle a plus du tout de famille autour d'elle dans son pays d'origine, bah bien évidemment, on part du principe que la vie privée et familiale ne se trouve plus dans l'état d'origine, mais sur le territoire français. Exactement, donc voilà, vous avez cette possibilité 0892 23 99 50 pour poser vos questions. Mais alors justement, on m'a dit aussi que souvent les mandats cash justement ne faisaient pas preuve et que c'était plutôt des virements bancaires qu'il fallait plutôt prouver, c'est ça? Alors tout dépend de la finalité de ton mandat. Pour quelle raison tu veux l'utiliser, pour quelle finalité? En fait, pour prouver qu'on envoie en fait régulièrement au pays, qu'on subvient aux besoins de la personne. C'est ça, donc dans ces cas-là, le mandat, s'il est nominatif, ça pose pas de problème. Après, un virement bancaire, c'est pareil, parce que on arrive à démontrer qui est le titulaire du compte en banque. D'accord. Faut juste réussir à démontrer quel est le destinataire. Bien, et ben voilà, donc vous n'hésitez pas évidemment, 0892 23 99 50, vous aussi si vous avez eu des difficultés ou alors vous avez une question en ce sens, 0892 23 99 50. Alors autre question aussi, on nous dit finalement que ils ont fait, quand on a fait rentrer les parents avec un visa touristique cette fois-ci, est-ce qu'il y a une possibilité de les régulariser en France, ou est-ce que souvent on leur dit non, il faut vraiment avoir un visa long séjour? Alors les régulariser, c'est-à-dire comme donc vie privée, vie familiale, comme on avait dit, c'est-à-dire. Alors normalement, lorsqu'on vient avec un titre de séjour, avec un visa court séjour, c'est vraiment dans l'optique de repartir. De repartir, voilà. Donc un visa C, c'est absolument pas un visa long séjour. Donc c'est pas un visa qui vous donne le droit d'obtenir un titre de séjour par la suite. Pour obtenir un titre de séjour par la suite, c'est vraiment le visa long séjour. Donc le visa D. Mais le visa touriste, non, en lui-même, il ne va pas conférer des droits. Il ne va pas conférer des droits au séjour. Non. Bien, et ben voilà, on va continuer à accueillir vos appels évidemment, 0892 23 99 50, on va accueillir Aïcha qui nous appelle de Metz. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, Aïcha. Merci, c'est gentil. Je vous écoute souvent. Ah ça fait plaisir. Maître Maghrebi vous écoute, Aïcha. Alors, moi, j'ai une question. Je souhaiterais ramener une de mes cousines pour aider ma maman dans les tâches quotidiennes. Je sais qu'en France, il existe tous les soins à domicile, etc. Et la question est-il possible de ramener, en faisant par exemple un visa de 3 mois, par exemple, et de le renouveler à chaque fois pour aider ma mère dans les tâches domestiques, par exemple? Bonne question, tiens. Alors la situation en elle-même, on n'a pas juridiquement de dispositifs qui vont permettre d'obtenir un visa pour cette raison-là.
Maintenant, si elle a un visa court séjour, un visa C, pour cette raison-là ou une autre, elle a bien entendu la possibilité d'en solliciter le renouvellement. Mais ça va être assez compliqué. Mais par contre, si sa présence est indispensable pour votre mère, par exemple, ce qu'elle peut faire, c'est qu'une fois qu'elle est sur le territoire, elle peut se rendre à la préfecture pour essayer de demander un titre de séjour vie privée et familiale avec circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles qu'elle va invoquer, c'est le fait qu'elle va aider et prendre en charge une personne qui est malade et que le fait que en fait il faut vraiment mettre en avant que sa présence à ses côtés est indispensable. Et tout ça. Voilà, mais il faut réussir à démontrer à la préfecture que c'est sa présence à elle qui est nécessaire et que sa présence à elle est tellement nécessaire que le fait de la contraindre à retourner dans son pays d'origine va avoir des conséquences tellement graves auprès de votre mère que ça porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Donc ça pourrait même nuire à son état de santé. Il faut aussi mettre en avant le fait que en étant présente sur le territoire et en aidant votre maman, eh bien que par ce biais-là, vous n'allez pas avoir recours à une tierce personne qui sera payée par l'État. Et que donc du coup ce sera une économie. Vous voyez les choses. Bon, ce que vous m'avez dit au début, ça je le savais pas. Mais la dernière phrase que vous venez de dire, je me suis dit ça aussi, que je vais leur dire ça, parce que si je ramène par exemple une de mes cousines, c'est nous qui allons la prendre en charge de toute façon. Financièrement parlant, je dis, c'est nous qui allons la prendre en charge. Donc je me suis dit, je vais jouer sur ça. Mais ce que vous m'avez dit au début, je le savais pas. Oui, ça c'est tous les éléments à mettre en avant parce que c'est des circonstances exceptionnelles. Il faut vraiment mettre en avant des circonstances exceptionnelles. Donc faut déjà que je la ramène en fait. Donc voilà, mais voilà, faut déjà qu'elle ait son visa D. On pourra pas avoir un visa D pour cette raison-là. Enfin, ça me paraît très très compliqué de réussir à avoir un visa D. Je dois demander que je dois avoir. Il faut qu'elle ait un visa court séjour et une fois qu'elle a son visa court séjour, il faut se rapprocher de la préfecture pour dire voilà, cette personne elle s'occupe de maman et puis elle s'en occupe très très bien. Elle a besoin d'elle et etc. J'aimerais faire les choses quand même légalement, vous voyez. Bien sûr, c'est préférable. Ah bah c'est mieux. On incite qu'aux actions légales. Oui, qu'aux actions légales ici. Surtout avec Maître Maghrebi. En tout cas, si vous avez besoin d'elle pour votre dossier, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis surtout à nous rappeler quand vous voulez pour d'autres questions. Ok. Merci. Merci Aïcha. À vos jeux, mais à chaque fois je perds, alors j'écoute maintenant. Moi aussi j'ai essayé, j'ai perdu. Moi aussi, ça me rassure. Il y en a qui ont gagné quand même, rassurez-vous. Mais bon, moi j'ai perdu. Bon, écoutez, une prochaine fois vous gagnerez une chambre. Avec plaisir, Aïcha. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Aïcha. À bientôt. Merci, au revoir. Oh, la pauvre, elle a perdu ce jeu. Alors, heureusement qu'il y a des émissions juridiques, comme ça on fait des jeux, on fait plein de choses. Allez, les dernières questions, c'est maintenant, si vous voulez appeler 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Évidemment, vous passez à l'antenne avec nous, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, comme Aïcha qui nous a appelé, évidemment, et qui a posé cette question. Comme quoi, vraiment, le droit des étrangers, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos frères maghrébins. On rappelle aussi, allez, peut-être une dernière question rapide, on va répondre à la question que je vous pose, Maître Maghrebi. En attendant peut-être d'avoir la dernière question, 0892 23 99 50. Quelle est la différence entre un refus de la nationalité française et un ajournement de la nationalité française? Souvent, on a des gens qui reçoivent un ajournement. Est-ce qu'on doit contester ou pas? Oula. Alors, l'ajournement, c'est que on est dans l'impossibilité de pouvoir reformuler une demande de nationalité, passer un délai. Généralement, c'est un délai de 2 ans. C'est-à-dire qu'on considère que votre situation, elle est tangente, que vous auriez peut-être pu obtenir votre nationalité, mais on va attendre 2 ans pour voir comment votre situation va évoluer, pour vous donner pour décider ou non de vous donner votre nationalité. Ça, on a souvent les ajournements dans le cadre de ressources, lorsque les conditions de ressources ne sont pas vraiment remplies. C'est souvent, il y a souvent les étudiants, souvent des étudiantes qui vont demander la nationalité, qui travaillent pas. On va leur dire, on va atteindre la fin de vos études et on va voir comment ça se passe. Ou quelqu'un qui vient de commencer un CDI, qui a pas 3 ans ou vraiment les 3 ans de plénitude au niveau de ses ressources financières. On va lui faire un ajournement de
2 ans pour voir à peu près comment ça s'équilibre. Bien, on va, je vous le disais, hein, les gens aiment bien appeler la dernière minute. On va prendre très rapidement Aïcha, une auditrice de Marseille, pardon, c'est Warda, c'est ça Warda? Oui, c'est ça, merci. Bienvenue à vous Warda, on va essayer de vous répondre rapidement Warda. Hein. Oui, d'accord. Alors, allez-y, votre question Warda. Alors moi je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire. En fait, je résilie mon bail et la loi Macron dit 1 mois de résiliation, donc jusque là ça va. La propriétaire de mon appartement a perdu le récipicé de la lettre recommandée, donc elle n'a pas pu la retirer. Et là aujourd'hui elle l'a retirée en me disant que c'est-à-dire que moi je l'ai envoyé le 8 et elle me dit que le bail se terminera le 18, c'est-à-dire le 18 avril au lieu du 8 avril. Alors c'est trop facile, quoi. Je veux dire, si les gens ils perdent le courrier, nous on est un peu lésés, quoi. Il faut que je paye 2 mois de loyer, l'appartement actuel et l'appartement que je dois occuper. Alors donc, rapidement, je suis pas trop d'accord. On va vous répondre rapidement, très rapidement d'ailleurs, parce que. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'elle doit faire cette dame? Alors, elle a normalement, c'est vrai qu'il y a un délai de préavis à respecter. Si vous avez envoyé vous avez reçu l'accusé de réception ou pas? Non, justement, elle est pas allée chercher la lettre parce qu'elle a perdu l'accusé de réception, la propriétaire. Oui, mais vous avez une preuve comme quoi vous avez fait à cette date, je pense. C'est ça, maître? Oui, c'est ça. Vous avez un document qui prouve que vous avez envoyé votre recommandé et elle n'a jamais réceptionné. J'ai le document comme quoi j'ai envoyé le recommandé. Voilà. Donc j'ai une preuve. Elle m'a appelé parce qu'elle a perdu le récipicé que le facteur lui a mis dans la boîte aux lettres. Elle m'a appelé, je lui ai donné le numéro de ce que j'avais, enfin du document que j'avais. Et elle a traîné, elle n'est pas allée chercher le courrier, elle est allée le chercher seulement aujourd'hui. Et elle me dit que ça a traîné de combien de temps à peu près? Le 8, je partirai que le 18, donc le loyer je le paierai jusqu'au 18. Je suis pas d'accord, moi. Je veux bien respecter la loi, mais la loi dit pas que au bout d'un mois on va chercher le courrier à la poste. Hein. Vous savez quoi, madame, on va vous rappeler la semaine prochaine, on va réfléchir à votre question. Parce qu'on arrive malheureusement, on n'a plus le temps. Ouais. Alors, bougez pas, on va prendre toutes vos coordonnées, on vous rappelle pour la semaine prochaine, on gérera ça, évidemment. Bougez pas à Marseille. Merci beaucoup, maître Maghribi, d'être venu avec nous. Évidemment, je rappelle votre numéro de téléphone pour vous joindre. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment appeler tôt, hein. Allez, on vous laisse conclure cette émission, maître. Je te remercie. Merci, Medjahed. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ce fut un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, s'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb.